Mélo, bonjour. Bonjour. Mais prends un peu plus de temps, il faut accepter de se laisser regarder le théâtre au cinéma. C'est hyper difficile, mais essaye de nous regarder, de prendre le temps de nous regarder. Vous nous donnez une idée de texte, je suppose. Vous nous demandez un peu nos idées, ce que ça nous évoque. Donc à partir de là, on fait une sorte de brainstorming. Désolé pour l'anglicisme. Et du coup, à partir de là, on doit écrire un texte selon ces idées, ce thème, si c'est clair. On lit des textes, on nous présente des textes, d'accord, sur à peu près 45 minutes, il me semble. Ensuite, on a à peu près 1h15 de temps calme, hein, soit on reste en salle, soit on sort, pour pouvoir composer sur un sujet. Composer. Oui, composer, tout à fait. Madame, compose. Je compose, et j'ai composé, donc sur le sujet, et ensuite on le présente. C'est ça, on écoute. Vous pouvez donner un exemple concret? Parce que moi, je ne suis pas à l'atelier, donc je sais un exemple concret d'un texte, de quoi il parle et comment ça vous donne un thème. Par exemple, à un moment, on devait travailler sur les expressions et il y a eu des textes qui ont été faits où il reprenait les expressions. En fait, chacun l'a fait un peu à sa sauce et c'était super intéressant de voir les points de vue différents. Donc là, ça se prépare comment, un texte avec les expressions? Vous avez fait comment? En conseil, on avait juste, en vous aidant d'une ou plusieurs expressions, écrivait un texte par rapport à ça. Et par exemple, il y en a qui ont pris plusieurs expressions et qui ont fait un texte avec, qui avait du sens. Personnellement, j'ai pris une expression, j'en ai pris son sens et j'ai cherché toutes les expressions qui avaient le même sens et j'ai écrit tout un texte en fait avec ça. Il y a Kali par exemple qui avait pris une expression et qui lui a donné, qui a imaginé en fait tout un monde autour, c'était faire des plans sur la comète, où elle s'est imaginé que c'était une petite fille qui avait réussi à force d'études et tout, qui avait réussi à fabriquer une ville, enfin à construire une ville sur une comète, et donc ses plans sur la comète s'étaient réalisés. Enfin, donc voilà, il y a plein de façons de le faire et c'est vraiment très très cool. Boum. Tada. Boum. 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 Ce style de peinture s'appelle une vanité. Et il y a toujours un crâne qui est posé, et des fois il y a des gens aussi qui sont en chair et en os, mais il y a un crâne qui est posé quelque part. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est pas qu'on ait un crâne dans toutes vos cachets vidéo, mais c'est de mettre en scène vos textes, mais dans l'idée où on va travailler comme sur des portraits. Donc, plutôt a priori assis, ça va vous permettre de poser le texte et qu'on ne posait pas comme ça avec la feuille en général qui tremblote un peu parce qu'on est impressionné. On a ça, vous voyez? Ça c'est une vanité contemporaine, je le trouve. Oui, voilà. Ou par exemple là, le frigo avec les boissons, les verres. Bon, voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait, faut pas... tout est possible. Ok, on va reprendre. Très bien. Sur le début, imagine vraiment que ta première phrase, imagine que tu n'as écrit que ça. Tu n'as rien fait. Et t'es forcément Voilà. Et voilà ce que ça provoque. Laisse un vrai temps après, du coup. Là, je suis là avant ma naissance, enfin avant la date prévue, aux grandes dames de ma mère. Et après, plus rien, il ne se passe plus rien. Okay. Et après, tu reprends ton histoire. Je vais quand même vous raconter un truc. Et essaye. C'est hyper bien parce que du coup, tu prends le temps de tout détailler, mais essaye aussi à un moment de partir dans la pensée, de partir dans l'histoire. Je suis né avant ma naissance. Enfin, avant la date prévue, aux grandes dames de ma mère. Pour leur anniversaire de mariage, mon père avait offert à ma mère une soirée en amoureux, un opéra en italien. Ne lésinant pas sur les moyens, il avait pris les meilleures places. Situé sur un petit balcon, la vue sur les deux chanteurs était imprenable. Le cadre était carrément enchanteur. Mais voilà, la musique me plaisait pas. Elle dérangeait mon sommeil de nouveau pas encore né. Alors, par pur esprit de contradiction, j'ai décidé de sortir pour faire part de mon mécontentement. Bon.
Enfin, ça, c'est ce que raconte mon père. Ma mère, elle, pense que si je suis sorti, c'est pour mieux apprécier la voix alto de la chanteuse. Quelle que soit la raison, ma mère, prise au dépourvu, hurlait en même temps que la chanteuse. Fait incroyable. Alors, carrément incroyable. Elle tenait les mêmes notes que cette dernière. Si bien que tout le monde dans le public a cru que c'était juste un problème de réverbération. Pendant que ma mère chantait la mélodie de la douleur, mon père, complètement paniqué, tenta de trouver quelqu'un pour nous aider. Mais bien évidemment, personne n'était là. Le théâtre était en service réduit dû à une épidémie étrange de la maladie de Pica. Mais si, vous savez, la maladie, le trouble psychologique qui amène les gens à manger tout et n'importe quoi, comme de la terre ou des pièces de monnaie. Enfin bref. Mon père est donc revenu fissa pour aider ma mère, comme il pouvait. Son statut de responsable du réseau métropolitain des conduits pour évacuation des eaux usagées, responsable des égouts, quoi. Et je peux pas être d'un grand secours. Ma mère, excédée par la douleur et la panique de mon père, elle lui a mis une grosse claque. Grosse gifle. Et elle lui a dit: il est temps de te ressaisir, mon bonhomme. Les choses sérieuses commencent. Ma mère est camionneuse et tout le tabac qu'elle fume ne lui arrange pas la voix, clairement. Mais c'est une femme sensible et délicate. Malgré la génération de volumes sonores hors normes, cela n'a pas eu l'air de déranger outre mesure le public, qui remarqua même pas qu'un auditeur clandestin venait de pénétrer dans l'opéra et que, du haut de ses poumons prématurés, tentait de partager son point de vue sur la musique. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète, vous, moi. Car tout s'achève comme tout s'achète. L'humain est un produit comme les autres, avec une date limite de consommation, avec une date limite de péremption, avec une dette karmique, et certains sont des contrefaçons. Tout est provisoire, donc sans espoir. Mange, prie, aime, consomme. Surtout consomme. Le mentis serait-il devenu un égoïste prêt à tout pour une part de tarte, une partie de cartes à 4, des têtes du soir, un verre, puis 2, et on ne se souvient plus de rien? S'il existe encore des vivants, où se cachent-ils? Parmi les morts? Ils sont partis trop vite, les bons, comme ils avaient tort. Tort d'être ce qu'ils sont dans un monde de porcs. Sur le quai de divertissement, on y retrouve le corps. Tarif sans préfixe, avec prime. Car au prime abord, on essaie pour savoir si l'on est satisfait. Je prends ce qu'il y a à prendre, comme tout humain. J'excède dans l'excès puisque l'accès m'est ouvert. Je goûte par goutte pour être satisfait. Je salis mes fidèles parce qu'ils ne m'excitent plus. J'accuse les pucelles de trop être prudes. Je prends ce qu'il y a à prendre parce que je ne sais plus. Entre les liens et les failles, entre les femmes et les fables, au fond dans ce monde, plus personne n'est fiable. Je me suis perdu. Je me suis perdu, vous dis-je. Je me suis perdu sans abri. Je me suis perdu sans un bruit. J'ai tout perdu, vous dis-je. C'est une sale histoire parfois qui me fait mal quand j'ai plus d'espoir. J'écris ma peine pour éviter la crise. Le nerf de mon ego, le juge devient fardeau. Il n'y a plus de cerises sur le cadeau, sur le gâteau, sur ma méprise. J'ai touché la lumière, mais elle s'est enfouie par la fenêtre. Je n'arrive plus à vivre dans le noir, même avec la lanterne allumée. Et il y a cette fille que j'aurais dû laisser passer. Mais en temps de crise et enrhumé, l'humain est prêt à tout pour se réchauffer. J'aime bien les gens, mais je préfère être seule. Les gentiment faux culs dépourvus de sentiments. J'aime pas ces gens, alors je préfère être seule. Les gens qui mentent faussement méchants, avec un goût amer. Peut-être que je devrais arrêter là. Le wagon de douleur doit se vider. Le wagon des pleurs est de se lamenter. Puisque personne n'écoute plus les poètes chanter, et que chacun est figé sur des conquêtes diversifiées, allons rejoindre les bons partis en premier. Allons rejoindre ces âmes envolées. Le main est un produit comme les autres, avec une date limite de péremption,
avec une date limite de consommation et avec une dette karmique, et certains sont des contrefaçons. Une femme entre dans la pièce sombre et s'assoit sur la seule chaise vide de cet antre. Elle fait face à un génie tout droit sorti de sa lampe. C'est Camélia. La femme assise est nerveuse, est journaliste et est venue interviewer Camélia sur différents aspects de sa vie. Le génie semble agité, énervé même. La fumée de son apparence, qui ondule, puis se dissipe et enfin réapparaît. La journaliste a beaucoup de mal à se concentrer. C'est difficile d'entamer un dialogue avec de la vapeur. Camélia commence à parler. Sophie. Sophie. Sophie oh, ces cris me sortent de ma transe. J'essuie mes lunettes en regardant autour de moi. Je vois les spots, les caméras, les micros. Tout ce matériel va... Mais à quel moment de ma réflexion j'ai pu trouver judicieux de faire une interview de la diva Camélia dans un hammam? La vapeur associée à mes lunettes rend tout flou. Et franchement, entre nous, cette diva n'a absolument rien d'un génie, ni dans son apparence, ni dans son intellect. Moi, qui suis-je? Enfant perdu, fille de malchance, violence et désespoir m'entourent. Quel enfant peut devenir soi? 5 ans. Voir son père, assis là, dans la cuisine, couteau en main, pointé sur son nombril. Je vais me tuer, réveille ta mère. Observer sa mère au bord du précipice, n'avoir aucune once d'empathie, tant la scène lui est familière. Se demander alors, pourquoi? 7 ans. On quitte papa. Déménagement, nouvelle école, nouveaux potes, nouvelle vie? Non, même routine, juste maquillée par un joli sourire. Ton grand frère t'appelle. Viens, on va jouer à un jeu. J'accours. Bol sale de la veille, dans l'évier de la cuisine. Il y casse des œufs périmés, crus. Il mélange et me force à boire. C'est soit ça, soit une baffe. 9 ans. Une rousse t'est privée de dîner. Je vais au lit le ventre vide. Les larmes seront mon repas. Je crie « À l'aide !» Personne ne m'entend. 12 ans. Affirmation. Dès à présent, je parle vite et fort. Il faut qu'on sache que j'existe. 13 ans. Première tentative de suicide. 14 ans. Décrochage scolaire. Réorientation. Où vais-je? Rencontre avec Dieu le Père qui deviendra le mien. Il me maintient en vie, même si je ne sais toujours pas qui je suis. 20 ans. Rébellion, opposition, remise en question, perdition, reddition, rencontre hasardeuse, nouvelle autolyse. 22 ans. Union, violence, un coup de pied par-ci, une gifle par-là, un étranglement, banalité. Une vie grandit en moi, je dois me battre, je vais me battre. Il sera qui il est, lui, pas comme moi. 23 ans. Je suis mère, mais toujours pas moi. J'existe dans ses yeux, mais pas dans les miens. 26 ans. Je le rencontre, lui, le deuxième lui, celui pour qui j'existe aussi. Il me donne 2 autres lui, je les aimerai, je les aime. 30 ans. Une alôme, je sais qui je suis. Une femme survivante, une femme battante, une femme aimante, une femme résiliente, une femme vivante, une femme. Je suis moi, terriblement moi. Mais alors, où vais-je? Dans quel but? Suis-je accompli? Tant de questions me taraudent. Réflexion, ambition, de nouveau remise en question. Positionnement, repositionnement, décision, éviction, renaissance. 32 ans. Je vis,
Je suis et je vais. J'y travaille. La fenêtre, un encadré où les sens sont limités, mais grâce à elle naît tout ce dont tous les hommes pourraient rêver. Les sens restreints, la vue délimitée par ce rectangle carré. Plaquée d'une vitre, elle donne naissance à de fabuleux trésors inestimables. On peut choisir d'être tel objet, tel animal, telle chose. Cela tient uniquement à notre propre créativité. On donne genèse au plus beau des enfants, car cette fenêtre, en supprimant nos sens, engendre l'éclosion de notre imagination que personne ne pourrait estomper. Je suis un poisson dans le ciel, totalement inadapté, à côté de la plaque. Je vois tous ces oiseaux voler, rire et chanter si fort. Et moi, je brasse le vent avec mes petites nageoires nacrées. Je veux rentrer dans le moule et être un aussi bel oiseau qu'eux. Mais ma morphologie m'en empêche. Je n'ai pas 2 pattes ou 2 plumes. Je ne sais pas chanter aussi bien. Non, moi je suis un petit poisson arc-en-ciel et je partage mes paillettes. On me dit qu'il faut que je m'adapte, que j'avance. Vous ne le voyez pas ? Pourtant, si vous saviez comme je me démène, comme un poisson dans le ciel. J'ai conscience de ne pas être ce que j'aurais dû devenir. J'ai compris que je n'étais pas là où on m'attendait. Il faudrait que je me transforme intégralement pour pouvoir devenir comme tout le monde, être accepté ou juste toléré. Je le veux, sincèrement, mais j'ai été forcée de constater que la volonté ne suffit pas à changer mes poumons en branchies ou l'air en eau. Non, tout est une question de point de vue et d'adaptation. Je dois savoir voir au-delà des nuages. Je dois continuer de nager. Même si ça ne sert à rien, même si ça ne mène nulle part, même si je suis trop fatiguée, je dois continuer. Parce que mes proches oiseaux m'aiment de tout leur cœur, même si je ne suis qu'un petit poisson dans le ciel. J'ai compris que si l'amour ne suffit pas toujours, c'est définitivement la plus belle raison de vivre. Et puis, j'ai de la chance, parce que si je n'ai pas leurs belles plumes colorées, il me reste les mots. Ces derniers, si je les assemble bien, forment des métaphores. Et grâce à elles, je sais de vous expliquer ce que je ressens, ce qu'il se passe dans ma petite tête. Je sors du silence. Je suis décalée, en décalage, mais je m'accroche. De toutes mes forces. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais j'existe, alors je vais le faire bien. Je vais vivre, être heureuse, faire des erreurs et m'améliorer. Je vais reconquérir l'envie de vivre. Parce que c'est trop dommage de me noyer en plein air. Parce que la vie est belle, même en étant un poisson dans le ciel. Que faire quand on s'ennuie ? Je pourrais regarder une série sûrement passionnante, mais je n'ai pas envie. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de passer un bon moment avec les personnes que j'aime. N'ayant rien à faire pendant l'après-midi, j'appelle Pierre, Cécile et Amandine et je leur dis « On va faire un jeu de rôle ». Je repense à ces moments où Pierre nous racontait ses différentes soirées de jeux de rôle, ce qu'il écrivait. Cela donnait bien envie de vivre une aventure, mais ce n'était jamais le bon moment. Aujourd'hui, c'est différent. Je sentais que c'était le bon moment pour le faire. Je propose qu'on se rejoigne chez moi pour faire une des aventures de Pierre. Tout le monde est partant. Avant de dire une heure de rendez-vous, je regarde si dans mon frigo il y a quelque chose pour faire un goûter qui accompagnerait la partie. Pas de souci là-dessus. Maintenant, j'attends mes amis qui devraient arriver dans 10 minutes. Il est donc 15h35. On est installé sur ma terrasse, les gâteaux sont sortis, le jus de fruits aussi. Je vois Pierre
content de pouvoir enfin faire un jeu de rôle avec nous. Je le vois avec son gros classeur que je trouve particulièrement effrayant. Au début, je me demande dans quoi je m'embarque. Heureusement, Pierre est toujours aussi doué pour nous dire comment cela va se dérouler. Du coup, tout semble facile. J'embarque dans cet univers de fantasy. J'ai choisi d'être un elfe toujours accompagné de son arc, mais avec un nom imprononçable. Pendant la partie, j'ai abandonné mon esprit pour être ce personnage qui découvrait ce monde. J'étais dans une sorte de bac à sable où tout semblait possible. Avec le jeu de rôle, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand cela se termine. Pris dans l'action de l'histoire, je n'ai pas vu le temps qui s'écoule. J'ai beau avoir regagné mon esprit, je repense à certains moments de cette aventure. Je me revois tendu quand je lance des dés, me permettant de vaincre un ogre bien redoutable. Ce jeu de rôle, c'est aussi des débats passionnants avec Amandine et Cécile. On se demandait, quelle direction doit-on prendre? Quel quai doit-on accepter? Une chose est sûre, nous avons adoré cette expérience, on veut même en refaire. Avant de démarrer une nouvelle partie qu'on prévoit de faire dans 2 semaines, il est l'heure de débriefer cette épopée tout en mangeant une pizza hawaïenne. Sur le bord de la route, un cul-de-jatte avait pris ses jambes à son cou. Venant de tout prendre à la crémière, elle le traita de voleur de bœuf en lui jetant un œuf. Le pauvre miséreux avait plus que ses yeux pour pleurer. Il avait fait chou blanc dans le jardin de la crémière. Alors, pour s'expliquer, il lui raconta des salades. Mais elle découvrit le poteau rose et décida de le jeter en pâturage dans le champ des vaches. Je suis allée à cette formation, hein. Tel un pion qui a rien demandé qu'on déplace selon ses envies. Faut changer de case. Après le bac, on me dirige vers un autre endroit. Telles sont mes cartes. Quand je rentre dans cette salle que j'ai juste envie de fuir et partir à l'autre bout du globe, et quand la dame rentrera, fermera cette porte, ce sera l'escape total et je serai solitaire. La distribution des feuilles commencera. Ce sera échec pour ma part. J'ai multipoli les mauvais points. Mais le risque, c'est de mentir à ma mère. Rien ne va plus, ma fille, faut te secouer les puces. Et cette fois, elle le dira avec encore plus de puissance. Cette fois, niveau 4. Et sur ce, mon père arrivera. Et là, il sera touché et il me coulera. Bon, je vais pas jouer la sorcière parce que j'ai plus de cartes de potions ni de résurrection, tout ça. Je vais juste monter dans ma chambre en attendant que le loup continue d'hurler et de chercher sa proie. Parce que si je sortais maintenant, ça serait bataille et le Joker me tuerait. Et puis, quand la voie sera libre, je sortirai, mais elle me courira après. Mais c'est un trivial poursuite ou quoi? Puis je vais vous dire quelque chose, moi. Je vais tenter le tout pour le tout et rentrer la boule numéro 8. Ça sent le fennec par ici! C'est cette expression si particulière.
lancé par mon père et son ton toujours si mélodieux, qui m'a arraché des bras de Morphée. En effet, cela fait 2 semaines que je suis en vacances, que je me tourne les pouces. Forcément, ma chambre est un vrai champ de bataille. Et moi aussi, d'ailleurs. Peut-être que je devrais sortir prendre l'air. Je pense à voix haute. Ah ça oui, bouge-toi le cul pour une fois, tiens. Rétorque mon père, ce maestro de la langue française. Vite, vite. Je prends mes jambes à mon cou avant d'entendre un énième sermon. Ni une ni deux, me voilà livré à moi-même à l'extérieur. Ah, le décor. Aussi, je pars m'abriter sous le toit chaleureux d'un parking à proximité. À peine y ai-je posé un pied que j'aperçois un homme, la soixantaine, qui regarde dans ma direction. Il n'a pas de parapluie non plus. Quel idiot. Comme pour briser la glace, il s'approche et s'exclame abruptement « Ah, des potrons minés, voilà qu'il pleut des chats et des chiens. » Sceptique, je me contente de hocher la tête, avec un sourire timide. Tout de même, je reste sur le qui-vive, quelquefois qu'un chat me tombe sur le bout du nez. Profitant d'une accalmie, je repars en direction de ma maison, pour y retrouver mon précieux parapluie. À la fenêtre de la chambre de mes parents, j'aperçois mon père, secouant un drap, ou un de ces gigantesques caleçons, je ne sais pas. J'essaie de me faufiler en catimini, à pas de velours. Mais évidemment, mon plan tombe à l'eau. Mon père me remarque, et il me lance. Ha ha! Quand on parle du diable, tu pensais que je te verrais pas, hein? Et tu ressors comme un pouce douloureux, mon pauvre. Rapidement, il enchaîne. Tiens, Baptiste, on va en profiter. On va tuer 2 oiseaux avec une seule pierre. Ramène ta fraise. Il veut m'emmener chasser avec des pierres. Bah, peu importe. Je monte, péniblement, les escaliers, et je me retrouve face à mon progéniteur. D'abord, nous nous regardons en chien de faïence. Puis, en lisant la confusion sur mon visage, mon père prend la parole le premier. Ah, toujours la tête dans les nuages, toi. T'es comme ta mère. Ah ça, les chiens font pas des chats, après tout. Ce à quoi ma mère répond avec son ouïe exceptionnel de l'autre bout de la maison. Alors là, c'est le brin de paille qui fait craquer le dos du chameau. Il a aussi hérité de ton manque de finesse, tu sais. Casserole, je te présente bouilloire. Mais je suis la casserole ou la bouilloire, moi? Et depuis quand est-ce qu'on a un chameau à la maison? Il parle de ma sœur? Dans la pièce d'à côté, j'entends encore une autre voix, nasillarde possible. C'est justement celle de ma sœur, au téléphone, qui piaille comme une pie, comme à son habitude. Je n'aime pas écouter aux portes, mais il est vraiment difficile d'ignorer un timbre aussi désagréable. Alors ces écouteurs, tu vois, c'est vraiment les jeux de la veille. La meilleure invention depuis le pain en tranche même. Soupir. Sans prévenir, voilà que mon père rapplique de nouveau, pour me susurrer à l'oreille. L'oreille. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Mais cœur content soupire souvent. Je sursaute, apeuré et consterné. Je ne suis pas content. Je viens d'une famille de ploucs, de fous. Mon côté sous-polet prend le pas, et sans crier gare, je perds les pédales. Que dis-je? Je pète une durite, et je tombe dans les vapes. Je vois la lumière au bout du tunnel. Peut-être que c'est mieux comme ça. Au moins au paradis, les gens parleront normalement. Finalement, aucun ange n'est présent pour me faire la conversation, et je me réveille de nouveau. Je suis là, affalé dans mon lit, une part de pizza étalée sur la figure. Mon père rentre, avec la grâce d'un éléphant, comme à son habitude, et il me lance. Ah, t'en tiens une couche, toi. Si t'essayais un peu, tu serais capable de courir le guidon comme un chef. Mais non, tu restes prostré dans ta chambre à jouer à tes jeux à la mort moelleux. Et regarde comme tu t'habilles. T'es fagoté comme l'as de pique. Bon, laisse pisser le mérinos, ça va aller. Viens, on va tailler une bavette comme à la bonne époque. Et le cauchemar reprend de plus belle. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture? Parce que j'aime beaucoup cet atelier, je trouve qu'il me donne beaucoup de confiance. Ça me permet de pouvoir libérer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de
d'avoir des avis extérieurs sur ma façon d'écrire, si j'écris bien français, si tout ça, d'avoir un jugement, une critique, aussi des félicitations, c'est bien aussi. Et aussi en parallèle, parce que le DAU, c'est quand même quelque chose de compliqué et ça me permet de me poser, de m'apaiser beaucoup. Voilà. Est-ce que l'écoute des textes des autres vous a apporté quelque chose? Oui, beaucoup. Dans le sens où c'est un échange d'émotions, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est quand même une mélodie des émotions. Et je trouve que ça donne aussi un plus, dans le sens où ça donne matière aussi, des choses qui rebondissent avec, dans mon petit cœur, par exemple. Et puis oui, c'est un certain soutien littéraire. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que la participation à l'atelier a changé vos pratiques d'écriture? Oui. Parce que ça m'a permis de me cadrer. Et de pas partir, parce que je suis quelqu'un qui part dans tous les sens affreux. Et je sais pas, j'ai du mal à me canaliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Alors j'ai envie de tout dire. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de cadrer, de me structurer, d'avoir un thème. Donc comme ça, je peux savoir exactement qu'est-ce que je fais et d'avoir une bonne méthode en fait. Je pense que c'est surtout la méthode. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture? Parce que déjà, rêve d'enfance, à force de lire, on a envie d'écrire, on a toujours la prétention de pouvoir faire une œuvre. Et ensuite, pour apprendre des autres, je trouve l'écriture et les mots en fait sont importants. Donc pour tout ça. Est-ce que la participation à l'atelier a changé vos pratiques d'écriture? Ah oui. C'est plus structuré et surtout quand on le lit avec le groupe, déjà vos remarques sont toujours très optimistes, ça aide, ça renforce la confiance. Et puis les histoires des autres aident à créer sa propre histoire. En fait, ça crée des liens dans les histoires, autant que dans l'humain. Quel est le bilan de cette expérience de l'atelier d'écriture au DAE? Le bilan, c'est que j'ai plus confiance en moi, parce que j'ai un vocabulaire plus développé et du coup j'ai moins l'impression d'être intellectuellement moins développée. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai plus confiance en moi en fait. C'est voilà. Et puis je lis différemment. Ce qui est vraiment... je comprends mieux ce que je lis. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Pourriez-vous nous raconter votre expérience au sein de l'atelier d'écriture? Eh bien, j'ai beaucoup aimé parce que... je peux vous dire... parce que le fait de donner un thème et de décerner un peu le thème, mais en même temps de laisser beaucoup libre cours à notre imagination, a fait que on peut réaliser des textes qui sont vraiment de nous et raconter des choses vraies comme inventer et transformer la réalité ainsi que le fictif en quelque chose qui est non réel mais non irréel. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'atelier d'écriture? Moi, j'ai toujours aimé écrire depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours aimé inventer ou alors exprimer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Ça sortait en écriture. Il y en a, ça sort en chantant ou en dansant. Moi, c'est en écriture. Et j'aime beaucoup inventer ou à la fin de chaque film, inventer moi-même ma propre fin que j'aurais aimée. J'aimerais pas que ça finisse comme ça. Moi, je veux que ça finisse comme ça. Donc, réinventer la fin. Donc, voilà. Quel est le bilan que vous faites de la participation à cet atelier? Alors c'est très positif parce que j'ai fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec une prof qui était très sympa, qui a bien animé le cours, donc ça donnait bien envie. Et j'ai pu écrire des textes, me libérer, faire ressentir mes sentiments, faire glisser mes sentiments à travers l'encre sur ma feuille. Sans pour autant le dire devant tout le monde, et ça m'a fait vraiment du bien.
donc à refaire. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture ? J'avais envie de... Alors au départ, je pensais pas y participer. Je pensais vraiment venir à un cours, voir comment ça se passe, et je me sentais pas trop. D'ailleurs, je trouve que le premier cours, je l'ai totalement foiré. Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai pensé. Et je me suis dit non, je suis pas prête. Et franchement, c'est parce que je vous ai apprécié en premier lieu. Et ensuite, vous m'avez aidé en fait à réussir à mettre des mots sur mes mots et à découvrir qui je suis. Et à travers l'écriture, j'ai pu enfin ouvrir quelque chose en moi en fait. Ça faisait longtemps que j'y pensais. J'avais du mal en fait à mettre sur papier. Et grâce à vous, en partie, j'ai réussi. Donc voilà. Est-ce que la participation à cet atelier a changé vos pratiques d'écriture ? Totalement. Totalement, parce que j'ai dû tellement rechercher des synonymes, des définitions de mots, ce que je voulais dire, comment les faire transparaître. Souvent, comme vous dites, il faut choisir un mot qui veut dire, qui élargit réellement le sens, qui vraiment pointe ce qu'on souhaite dire. J'ai fait tellement de recherches que j'ai pu apprendre pas mal de choses et maintenant je suis toujours en train d'essayer de chercher de synonymes en plus. Donc oui, je fais un peu plus attention même dans mes cours en fait, que ce soit en histoire ou que ce soit avec vous en français. Ça m'a beaucoup aidé à développer, à apprendre à développer. Est-ce que la lecture de vos textes et l'écoute des textes des autres vous a apporté quelque chose ? Également, beaucoup. Surtout le dernier texte que j'ai fait et que je voulais présenter. Ça m'a permis de vraiment, comme je vous ai dit, de mettre des mots sur mes mots. Vraiment, ce texte, il m'a beaucoup aidé. Les autres, c'était agréable, ça m'a permis de découvrir. Entendre les autres aussi, ça m'a permis de découvrir qui ils étaient ou ce qu'ils voulaient faire paraître. Mais ça m'a permis de me connaître moi, un peu plus, en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez à un futur stagiaire ou une future stagiaire qui hésiterait à participer à l'atelier ? Qui devrait faire comme moi, venir une première fois, juste pour écouter et se dire bon, pourquoi pas. Et ensuite, je pense qu'il va être conquis, et surtout s'il est accompagné de vous, et ça ira. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture ? Parce que j'aime écrire depuis toujours et que c'est chouette. Ça donne des sujets. Pardon. Ça inspire, ça donne de l'imagination et c'est agréable de voir le travail des autres aussi et de voir à quel point il peut y avoir plusieurs façons de parler d'une chose alors que c'est le même thème, mais on a des opinions et des façons d'écrire différentes et c'est intéressant. Est-ce que la participation à cet atelier a modifié vos pratiques d'écriture ? Non, mais ça m'a encouragée et ça m'a motivée à prendre du temps du coup pour continuer d'écrire là où j'avais pas forcément le temps, où je prenais pas le temps. Là, ça m'incite à prendre plus de temps. Et donc, est-ce que le partage de vos textes avec les autres ou l'écoute des textes des autres vous a apporté quelque chose ? Oui, beaucoup. C'était déjà écouter les autres, c'est super intéressant et on se rend compte qu'il y a des gens super talentueux ou enfin c'est rigolo de voir quelqu'un comme ça et de voir qu'il y a un tel talent en dessous, c'était chouette et c'était super agréable parce que j'avais plein de compliments après avoir lu mes textes et donc ça m'a beaucoup aidé dans la confiance en moi et le fait que mon travail était pas aussi mauvais que ce que je pensais et donc c'était agréable, c'était bien pour je ressortais, c'était mon cours préféré de la semaine et je ressortais toujours le cœur léger. Voulez-vous ajouter quelque chose sur l'atelier ? Merci beaucoup. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture ? Je participe à l'atelier d'écriture parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup imaginer et c'est un moyen de pouvoir s'exprimer et de pouvoir partager avec d'autres personnes ce que j'aime écrire. Est-ce que la participation à l'atelier d'écriture a modifié vos pratiques d'écriture ? Oui, ça a permis de voir d'autres moyens d'imaginer, d'autres moyens de créer. C'est très enrichissant en fait et je trouve que ça apporte beaucoup dans ce que je vais écrire prochainement. Est-ce que la lecture de vos textes et l'écoute des textes des autres vous a apporté quelque chose ?
Oui, totalement. Quand j'ai eu mon premier texte, au premier atelier d'écriture, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress, et à force de le lire, à force d'en lire d'autres, j'ai pris plus de confiance, et le fait d'écouter aussi les autres, ça cogite dans la tête. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture? Parce que j'adore écrire. J'adore créer des trucs en fait. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être rigolo, sympa. Est-ce que la participation à cet atelier a changé vos pratiques d'écriture? Un peu. Parce que du coup, avant, je me focalisais beaucoup sur un seul et même sujet. Et du coup, je me suis dit, et si, pourquoi pas, en fait, grâce à l'atelier d'écriture, me donner des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que je fais d'habitude pour essayer de nouvelles choses, des trucs comme ça. Du coup, j'ai essayé la poésie que j'avais jamais fait avant. Qu'est-ce que vous diriez à un futur ou une future stagiaire qui hésiterait à participer à l'atelier? Y aller. Parce que c'est très cool. Il n'y a pas de jugement, les gens sont sympas, c'est juste un moment de partage, et donc c'est vraiment un très bon moment pour le coup. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une très mauvaise expérience? Quelqu'un peut nous raconter la pire expérience d'atelier ou bien la meilleure expérience d'atelier? Oui, Kelly? La meilleure expérience d'atelier, c'était au début quand je ne connaissais pas grand monde. Et en fait, j'avais lu un texte et j'avais pas trop confiance en mon travail. Et j'ai eu plein de compliments et ça m'a réchauffé le cœur. Et c'est toi qui m'as dit à un moment, c'est comme si j'écoutais une cassette avec sous mon plaid avec un chocolat chaud. Et c'était un compliment incroyable et c'était vraiment super chouette de comprendre que c'était un endroit safe où on pouvait être assez libre et il n'y avait pas de jugement en fait, il n'y avait pas de négatif, donc c'était chouette. J'ai participé à l'atelier d'écriture par curiosité. Et dès le premier cours, ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que je participe. Je trouve qu'on peut s'épanouir à l'écrit, ça apporte de nouvelles choses. Quel est le bilan de cette expérience d'atelier au terme de 13 semaines d'atelier? Quel est votre bilan de cette expérience? Je trouve que je me suis amélioré au niveau de l'écriture. Tous mes textes, au fur et à mesure, ont évolué. Meilleure imagination, tout dépend des sujets. Mais ouais, ça m'a... Meilleure imagination. Est-ce que la lecture de vos textes aux autres et l'écoute des textes des autres vous a apporté quelque chose? Oui. La première fois que j'ai lu mon texte, ça faisait longtemps que j'étais pas passé au tableau. J'avais vraiment un trac, et pourtant maintenant, quasiment plus de trac. Sauf quand on est passé avec Madame Lucie Rico. Pourquoi participez-vous à l'atelier d'écriture? Sincèrement, parce qu'au début, je ne pensais pas vraiment m'inscrire au début d'année et ça me permet de passer du temps et j'ai découvert que c'était super bien parce que ça nous permet de nous exprimer et d'être vachement créatif comme on fait là actuellement avec les comédiens et voilà. Quel est le bilan que vous pourriez faire de cette expérience de l'atelier? On apprend à peut-être un peu plus se découvrir avec l'atelier d'écriture et peut-être à mieux s'exprimer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur l'atelier? Qu'il continue, ouais, pour le reste de l'année. Quel est le rapport que vous voyez justement entre l'atelier et les cours? Est-ce que... L'enrichissement, je pense, par rapport aux autres et à son vocabulaire. Ouais, ça permet de travailler. Pardon, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, vas-y. On s'en est complète, Ah, mais ça permet de travailler sa rédaction, un truc comme ça, comme on disait, de travailler aussi son vocabulaire. Donc, pour les épreuves de français, par exemple, ça peut être pas mal. J'ai vu, Tiger a trouvé que j'avais un très bon style, même si je travaille pas assez. Encore quelques efforts à faire, mais le style est bon.
Génial. L'amour. Fantastique. Le partage. Imagination. Épanouissant. Faut changer de case. Après le baccalauréat, on me dirige vers un autre endroit. Et ensuite, je peux pas passer. Ah ouais, Ah, juste les boucles d'oreilles, attendez. Ça tourne toujours dans les sens avec voilà, c'est bon. Et ce qui fait que... comment je peux dire j'ai perdu mes mots. Non, je sais plus quoi dire. Regarde la caméra, en fait, moi je vous ai regardé vous. Alors toi tu me dis ça, moi je suis en train de penser, ah t'aurais dû remettre du rouge à lèvres. Ok. L'atelier écriture, ou comment explorer ses névroses. Je te jure.